Lors d'une exposition photo saharienne à Montcoutan, j'ai rencontré Jean-Marc Duroux, grand saharien photographe. Lors de cette exposition, j'ai fait connaissance avec Jean-Luc Manot, qui a accompagné la caravane de sel de Vilma et qui en a fait un petit livre. C'est ce livre que j'ai repris presque intégralement pour vous présenter son reportage. Mon intérêt pour le Sahara, vous le savez, ne date pas d'hier. Ces différents voyages en témoignent. Ceci correspond à environ 8 voyages, un peu plus, en une dizaine d'années. Cette caravane de sel qui l'a accompagnée est la plus mythique. C'était vers le début des années 2000. Elle part de l'Aïr, qui est un massif montagneux du nord du Niger, et se dirige plein est vers Bilma pour revenir par Agadez pour vendre le sel et revenir dans le campement de l'Aïr. Un petit rappel, les Touaregs ont un habitat dispersé entre Algérie, Libye, Mali et Niger principalement. Il existe une dizaine de tribus principales, lesquelles éveillent, habitent le massif montagneux de l'Aïr au nord du Niger. C'est l'automne. Comme tous les ans, nous allons bientôt partir pour les salines de Bilma, de l'autre côté du Ténéré. Mon épouse Khadija a la charge de 15 dromadaires, et c'est moi qui les conduis sur la route du sel. Les femmes ne participent pas au Taglamt. À la saison des pluies et au début de l'hivernage, nous laissons nos troupeaux vaquer sans entrave dans la steppe. Elle s'étend au pied de la montagne. Ils peuvent paître librement pendant que nous profitons de la fraîcheur des monts Bagzan et que nous prenons soin de nos jardins. Nous savons cultiver la terre. Pourvu que les pluies d'été viennent, 1 ou 2 mois avant la grande caravane de sel, nous récupérons les chameaux que nous allons mener à travers le Ténéré jusqu'à Bilma. Cette année, la saison a été bonne grâce à Dieu. Les chameaux ont la bosse bien grasse et un beau poil. Ils ont eu leur comptant de pâturage. J'en ai assez des tomates séchées, de fromage et de viande boucanée pour pouvoir tirer un bénéfice suffisant de leur troc contre les kandous, ces pains de sel que les Kanouris préparent à Fachi et à Bilma. Pour la 2e fois, j'emmène avec moi mon fils Moussa. Le voyage sera très dur, mais il s'est montré vaillant l'an passé. Il tiendra, tout comme ces jeunes chameaux à qui nous faisons suivre la caravane sans charge pour qu'ils s'habituent au désert. Au retour de Bilma, nous irons vendre les cantous sur le marché d'Agadez. Nous rentrerons alors chez nous, retrouver femmes et enfants. 60 jours ou plus auront passé. Nous fêterons ce retour avec un sacrifice et une grande fête, Inch'Allah. Avec le Madigou, chef de la caravane, Ahmed, ils seront nos guides au cours de la grande traversée annuelle du Ténéré, le Tamgant, la caravane de sel, un périple immuable de 1400 km à travers la mer de sable et les hamadas de pierres coupantes. Une épreuve qui soude le groupe autour du Madigou pour vaincre tous les dangers, l'ardeur du soleil, la soif, la faim, la mort, les mauvais génies. Le gouvernement nigérien tenta même, un temps, de faire disparaître la tradition des caravanes du Ténéré en substituant des camions subventionnés aux chameaux. L'impossibilité de rentabiliser l'usage de ces camions a cependant permis qu'aujourd'hui encore, plus de 15 000 dromadaires participent annuellement à la caravane du Ténéré.
Une autre particularité desquels éveille, par rapport aux autres Touaregs, est qu'ils forment une population fortement métissée. Les nobles blancs qu'elle éveille ayant perpétué, pendant des générations, la coutume de prendre des concubines parmi leurs esclaves noirs. Les concubines accédaient alors au statut d'affranchies et leurs enfants métis étaient considérés comme nobles au même titre que leurs demi-frères, enfants de femmes touaregs de race blanche. C'est ainsi qu'avec la disparition progressive de l'esclavage et le mélange entre noirs, blancs et métis, lesquels éveillent, on finit par former une ethnie métisse. L'exploitation des troupeaux légués par les ancêtres est confiée aux femmes qui détiennent ainsi un pouvoir considérable. Idrissa, comme sa mère, a la peau noire. Son épouse Khadija vaque au ménage de sa maison de Banco et de la tente de natte fabriquée par sa mère, à elle, pour son mariage. La bouillie de mil est pratiquement au menu de tous les repas. Les minuscules jardins irrigués des monts Bagzan produisent en quantité des légumes, oignons, piments, courgettes ou tomates, qui viennent agrémenter de leur sauce le goût fade de la céréale et apportent, par leur vente sur le marché d'Agadez, un complément d'économie des familles. Ce n'est pratiquement qu'à l'occasion des fêtes que l'on consomme de la viande. Avant de se joindre à la grande caravane d'une centaine de chameaux qui se trouve au pied des montagnes, sous les ordres du Madigou Ahmed, Idrissa et Moussa doivent regrouper leur troupeau qui vient de passer de longs mois en pâturage libre. Moussa doit apprendre à reconnaître les traces de nos chameaux, poils arrachés par les épineux et formes de leurs pieds qui ont tous des déformations particulières que l'on peut repérer sur les empreintes qu'ils laissent dans la boue des points d'eau. Il faut des années pour acquérir cette science. Elle est précieuse car il faut parfois 2 ou 3 jours de marche pour rejoindre un groupe de chameaux. Si les animaux ne sont pas les bons, on doit recommencer la traque depuis un autre point d'eau. Il nous faut maintenant faner assez d'alémos, de fourrage, pour nourrir nos 15 bêtes pendant toute la traversée du Ténéré. Une semaine au moins est nécessaire, car les bouquets d'alémos sont dispersés dans la steppe des contreforts de l'Aïr. Moussa a les avant-bras et les chevilles zébrées par les piquants de l'herbe rêche. Il est encore maladroit. Ensuite, nous tressons avec des feuilles de palmier doum les muselières et les liens avec lesquels nous guiderons les bêtes et fixerons leurs bas. Cela nous prend au moins une autre semaine. Coudre ou recoudre les gerbas, les outres pour l'eau et les sacs d'amétal en peau de chèvre qui sont emplis de mil ou de tomates séchées, qui sont nos dernières tâches avant le grand rassemblement. Naïma et Khadija nous ont préparé quelques kilos de harija, une pâte nourrissante composée de fromage de chèvre et de dattes séchées et pilées que l'on consomme, mélangées à de l'eau au cours des longues journées de marche à travers le désert. Mil, thé, sucre et petits animaux chassés par Moussa compléteront l'alimentation spartiate des caravaniers. Le jour du départ est arrivé. Une dizaine de chameliers sont descendus de différents villages des monts Bagzan avec de petits troupeaux comptant 10 à 15 bêtes. La caravane totalise 103 bêtes de bétail et 15 hommes. Les gerbas et les bidons en plastique ont été remplis avec de l'eau douce et claire qui sourd au pied des monts Bagzan. Le premier point d'eau du désert est à l'arbre du Ténéré, à 4 jours de marche.
L'eau y est encore bonne. À Fachy et à Bilma, au bout de la route, elle est saumâtre. Les chameaux se satisfont. Les hommes font la grimace. L'eau du pays des salines noue les intestins. Idrissa et Moussa sont tendus. La traversée du Ténéré est une rude épreuve. Par étapes quotidiennes d'une cinquantaine de kilomètres, ils vont marcher de 14 à 16 heures par jour pendant 2 mois. Ils se nourriront de bouillie de mil le matin vers 6h30 et le soir vers minuit, une fois leurs chameaux baraqués et débattés. Le midi, ils mangeront de la harira, tout en marchant. Ils perdront sans doute 1 ou 2 bêtes, ils le savent. Il faudra alors les égorger et les abandonner ainsi que leur chargement, faute de pouvoir surcharger les autres animaux. Les carcasses blanchies des chameaux abandonnés jalonnent la voie des caravanes. C'est le prix de la survie de cette odyssée où toutes les réserves sont calculées au plus juste. Moussa est impatient de redécouvrir la majesté du Ténéré, mer de sable aux limites toujours repoussées. Et lorsqu'après avoir suivi quelques jours vers le nord-est les contreforts de l'Aïr, la caravane atteint au couchant le vrai désert, c'est d'un seul souffle que lesquels éveillent, murmure ému, le Ténéré. Les quelques buissons épars et autres herbes brûlées par le soleil qui s'accrochent au bas de la montagne vont laisser la place à l'immensité stérile de la mer de sable. Les animaux ont bu, chacun entre 100 et 150 litres d'eau. Ils n'auront pas besoin de s'abreuver avant Fachy. Si les guerbas ne fuient pas trop, ils arriveront sains et saufs à l'oasis de Fachy, d'où ils poursuivront pour les salines de Bilma à 5 jours de marche. Le retour sera le plus dur. Le sel pèse plus lourd que le mil et la caravane aura déjà 1 mois de voyage derrière elle. Les provisions toucheront à leur fin, les mauvaises fièvres affaibliront certains. Ce soir, glisse Idrissa à Moussa, nous verrons encore la masse noire de l'Aïr. À l'arbre du Ténéré, demain, au crépuscule, quand nous nous retournerons, nous n'en apercevrons que les sommets bleutés. Il sera encore temps pour qui est malade ou qui a trop d'animaux en mauvaise condition de revenir vers cette grande tente qu'est notre montagne. Après, nous ne les verrons plus jusqu'à notre retour. J'aime le silence de ce magnifique désert et j'espère pouvoir encore participer à beaucoup de caravanes de sel. Si Dieu le veut, mais chaque fois que je n'aperçois plus que le bleu des pics de l'Aïr, mon cœur se serre. Je sais que nous quittons notre tente et que nous pourrions ne jamais y revenir. Je me sens seul comme un enfant qui quitte sa mère. Une caravane les a précédés au puits de l'arbre du Ténéré. Ces chameliers sont les Kelgérès. Les Kelgérès s'empressent d'offrir à boire aux arrivants. L'eau du puits est à 60 mètres de profondeur. Il faut du temps et de la sueur pour en remonter les quelques 500 litres que nécessite chaque méharé. La troupe d'Ahmed doit patienter jusqu'au lendemain matin que les Kelgérès aient empli leur garba. En attendant, les Kel-Éveil jouissent pour la première fois depuis leur départ d'une vraie nuit de sommeil et du plaisir secret de ne plus se sentir seuls au monde à affronter la sauvage âpreté du désert. Le matin, Moussa découvre l'étrange sculpture en métal érigée à l'emplacement où se dressait autrefois le véritable arbre du Ténéré, un acacia séculaire que percuta et tua un camion libyen en 1973. Le nom de l'arbre est resté, son mythe aussi, et l'incroyable maladresse du camionneur est un sujet de conversation qui animera les soirées sahariennes pendant plusieurs générations.
Mais Idrissa l'appelle. Leur tour est venu de puiser. Tous les bras sont nécessaires. Quelques chameaux énervés par le parfum de l'eau tentent une révolte vite matée. Ils ne boiront qu'à Fachy. Ils ont des réserves, et il serait trop long d'abreuver à ce puits profond des bêtes qui peuvent absorber jusqu'à 100 litres d'eau en une seule fois. Demain, la caravane va s'enfoncer dans la mer de sable. Chaque matin, avant l'aube, Moussa est réveillé par le martèlement régulier des pilons dans les mortiers à mil. Idrissa réduit en farine le mil destiné à leur petit déjeuner. Moussa prépare le feu pour le thé. Inutile d'espérer se réchauffer autre chose que la plante des pieds auprès de ce maigre foyer. La quantité de charbon de bois utilisée est limitée au strict minimum nécessaire pour faire bouillir l'eau glacée dans une boîte de conserve élevée au rang de casserole. Aucun arbre ne pousse à Bonfachy, à de grosses semaines de marche. Il faut donc économiser à l'extrême le combustible. Moussa frissonne, l'air glacé de la nuit finissante rend ses doigts à gourd. Certains matins, une pellicule de glace couvre l'eau transportée dans les bidons. Les 15 caravaniers qui se sont rassemblés derrière le Madigou Ahmed, le chef de la caravane, se connaissent bien. Idrissa est avide de nouvelles fraîches. De près ou de loin, nous sommes tous apparentés. Nous n'avons pas eu encore le temps d'échanger plaisanteries ou commérages, trop occupés que nous étions par les préparatifs de départ. Dans la montagne, nous nous rencontrons rarement, sauf pour les grandes fêtes ou les pèlerinages à nos saints, car nos villages sont très éloignés les uns des autres. C'est ainsi que de toute l'année dernière, je n'ai bu le thé avec le Madigou qu'une fois, juste avant les pluies. Idrissa a rejoint Moussa pour le thé. Au début du voyage, un peu de menthe séchée vient agrémenter les 3 petits verres, très sucrés et de force croissante, que l'on boit successivement à la manière touareg. Il faut ensuite 1 à 2 heures pour harnacher les chameaux et les bâter. Le Madigou vérifie soigneusement le chargement des animaux de Moussa. « Tu as la force d'une vieille femme. Tes garbes vont tomber si tu ne serres pas plus fort leurs attaches. Regarde comment on fait, bougre d'idiot. » Ahmed guide les caravanes depuis l'âge de 20 ans. Il a hérité sa maîtrise du désert de son père, qui avait lui-même recueilli, auprès du grand-père, la connaissance des sables, des vents et des constellations qui permettent de s'orienter la nuit. Pour rejoindre Bilma, la caravane doit se diriger vers le nord-est. Le vent dominant du nord a modelé les dunes dans le sens est-ouest, là où la couche de sable est la plus fine. Il lui imprime des vaguelettes et des plis, eux aussi orientés dans la direction est-ouest. L'art du Madigou consiste à décider où et quand faire traverser les dunes de manière à fatiguer le moins possible les animaux. On dit qu'en cas de tempête de sable, où l'on ne voit pas à 10 mètres, les plus grands Madigous peuvent guider une caravane. Comme son père, comme les autres chameliers, Moussa a une confiance sans borne en Ahmed. Cet homme-là en est à sa 30e traversée du Ténéré, et, hors un imprudent qui s'était éloigné un jour de la Taglamt et avait été tué par la morsure d'une vipère à cornes, il a toujours ramené sains et saufs ses compagnons dans les monts Bagzan. Les chameaux sont attelés par chapelet de 10 à 15 bêtes. Ils ont passé la nuit entravés, la jambe repliée au niveau du genou, fermement encordés. Ils renâclent, blatèrent, gémissent, tentent en vain d'échapper au licol et au bas. Un joyeux tintamarre s'élève du campement. De l'anneau enfilé dans leur nez percé,
Une longe relie chaque bête à celle qui la précède dans le chapelet. Les nœuds sont libres. En cas de panique ou de chute d'un animal, il faut que les suivants puissent facilement s'en détacher. Rien n'est plus malaisé que de rassembler des chameaux affolés ou éparpillés en plein désert. L'animal est craintif, ombrageux. C'est pourquoi lorsqu'ils s'affairent autour d'eux, les caravaniers se meuvent en lents mouvements coulés qui ne les effraient pas. Dans la journée, la tâche d'Ahmed, le chef de caravane, est aisée. Il suit les rides faites par le vent sur le sable ou la direction des dunes. Il a bien vérifié les chargements des plus jeunes caravaniers et la solidité des guerbas. Ahmed connaît les caravaniers et a confiance en eux. Ils n'en sont pas à leur première traversée. Jusqu'à 10 heures du matin, les hommes plaisantent. Des amis passent d'un chapelet de chameau à l'autre. Se retrouver entre hommes qui ont souvent été des compagnons d'enfance et avec qui l'on a traversé bien des épreuves est un plaisir. Peu à peu, les dernières conversations s'éteignent. La marche est régulière, monotone. On n'entend plus que le crissement des pas des animaux sur le sable. Ce chuintement lancinant accompagnera la caravane jusqu'au retour. La température s'élève et, vers midi, après avoir, en marchant, mangé la harira, les hommes montent sur les chameaux de tête. Le soleil est au zénith, le silence total, hors le chuintement de la marche. Le sable s'infiltre partout, entre les doigts de pied, chaussés de larges sandales touareg, dans les plis des vêtements. Amalgamé à la sueur, le sable doré cisaille la peau. Abrasif, il assèche l'épiderme et les muqueuses. Il s'immisce aussi dans l'eau des guerbas et dans les grains de mil, la harira, le thé, le sucre. On boit, on mange, on respire du sable. De midi à 4 heures, les hommes somnolent, bercés par le balancement nauséeux de la méharée. Ils doivent garder cependant une partie de leur conscience en éveil pour ne pas tomber. Il ne faut pas arrêter la caravane. À 16 heures, lorsque la course du soleil leur approche de l'horizon, les hommes mettent pied à terre. Les ombres s'allongent dans l'or du couchant. Tout en marchant, ils s'abreuvent. Une calebasse passe de main en main. La première route d'Idrissa est presque vide, mais 10 autres guerbas et les bidons lui permettent d'espérer qu'ils ne souffriront pas de la soif. Le soir, après dîner, les hommes contemplent une dernière fois l'immensité de la voûte céleste. Quelques chameaux grognent. Le campement s'endort. Une autre journée de marche les attend, en tout point semblable aux précédentes. Ils sont à 15 jours de Fachi, 20 de Bilma. Le lendemain matin, comme la veille, la caravane se réveille avant l'aube. Peu après qu'ils se sont mis en marche, Idrissa évoque avec son cousin Mustapha l'une des légendes qui explique la découverte de Bilma et la naissance des caravanes de sel. Un ancêtre avait perdu un groupe de chameaux qu'il avait laissé en pâturage libre au pied de l'Aïr. 1 mois ou 2 passèrent. Il avait déjà renoncé à jamais les retrouver lorsqu'un matin, les animaux égarés réapparurent aux abords du campement. Ils venaient du nord-est. Ils étaient un peu amaigris, mais pas autant qu'on aurait pu s'y attendre alors qu'ils venaient de passer près de 60 jours dans le désert. L'ancêtre trouva, dans le crottin de ses bêtes, des noyaux de dattes. Intrigué, il prépara son meilleur méhari, remplit des guerbas à suffisance et partit sur la trace des crottins truffés de noyaux de dattes. C'est ainsi qu'il découvrit, au bout de son périple, les oasis de Fachi et de Bilma, leurs dattes et leur sel. Au fil des récits qui sont échangés par les vieux sur la route de Fachi, Moussa apprend qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps, le principal danger auquel étaient confrontées les caravanes était le pillage.
Le dernier assaut dont on se souvient eut lieu en 1956. Les Redzous, pillage d'honneur, faisaient partie des traditions touareg et toubou. Pour se protéger du pillage, les caravaniers se groupaient en gigantesques colonnes de milliers de bêtes, ce qui allongeait considérablement le temps passé à tirer de l'eau au puits ou à se rassembler chaque matin. Le dernier danger auquel les caravanes ont été récemment confrontées, il y a plus de 30 ans, est la tentative avortée du gouvernement nigérien, appuyé par quelques instances de coopération, de substituer des camions aux chameaux. Les camions subventionnés ne résistèrent que peu de temps face au transport traditionnel. La corrosion du métal par le sel, l'usure rapide des pièces, la difficulté de s'en procurer, le coût du gasoil et son acheminement eurent vite raison de l'offensive mécanique. Mais la défaite des camions n'a pas soulagé que les caravaniers. Elle a aussi sauvé les canouris, dont l'un des principaux combustibles est le crottin de chameau. Sans crottin de chameau, qui ne demande que la peine de se ramasser, où trouver du combustible dans cette contrée sans autre arbre que le précieux palmier dattier des oasis? Et avec quoi le payer, alors qu'on réussit tout juste à survivre d'une économie faite, pour l'essentiel, de troc et d'autarcie. La caravane vient d'atteindre Fachi. Elle a établi son campement à une centaine de mètres du village. La forteresse de Banco est la première habitation humaine rencontrée depuis le départ de l'Aïr. Les palmiers de l'oasis, les premiers arbres et la première ombre sous laquelle se réfugier. C'est justement à l'ombre d'un palmier qu'un vieux canouri à la peau noire de jais, le Boulama, maître des salines, offre à Ahmed une poignée de dattes en signe de bienvenue. Les deux hommes sirotent le thé, en échangeant quelques banalités polies et des informations utiles sur l'état du commerce. La caravane ne restera que 3 jours à Fachi, le temps d'abreuver les chameaux. Ahmed préfère rapporter à Agadès le sel de Bilma, plus prisé. Idrissa réserve pour leur retour par Fachi, s'il lui en reste, quelques fromages qu'il troquera alors contre les petits pains de sel fabriqués par les femmes. Le dernier tronçon, Fachi-Bilma, est le plus chaud. Abreuvés et pansés, les chameaux d'Idrissa renâclent violemment lorsqu'à l'aube de leur 3e jour à Fachi, il leur saisit les lèvres, puis, leur enserrant le cou, leur tourne la tête en arrière jusqu'à ce qu'ils plient les genoux et baraquent. Ils blatèrent, crachent, se contorsionnent pour éviter le bas. Moussa et Mustapha lui prêtent main forte. 1 heure plus tard, la caravane s'ébranle dans la lumière rose de l'aurore. Dans moins d'1 semaine, elle atteindra les salines de Bilma. Bilma. Le village ne doit pas compter plus d'1 millier d'habitants. Comme à Fachi, les gisements de sel sont à ciel ouvert, dilués dans les eaux souterraines, mêlés de minéraux qui le colorent, le sel sèche dans d'innombrables bassins. Les canouris l'extraient et le font évaporer pendant les mois les plus chauds. Dans les galeries de mines où le vent ne souffle pas, la température peut monter jusqu'à 70 degrés. Un labeur éreintant qu'on ne peut poursuivre plus de 2 heures d'affilée. Pieds nus dans la saumure, jambes et bras recouverts d'une croûte blanchâtre, les ouvriers raclent le sel avec des truelles ou des fragments de calebasse. Les femmes le transportent alors jusqu'à l'aire où l'on malaxe les différentes qualités de sel en les mélangeant à de l'eau. Des moules faits de stipes, c'est-à-dire des troncs de palmiers évidés, enfoncés dans le sable, sont emplis avec la pâte que l'on laisse sécher. Au bout de quelques jours, les cantous sont prêts pour le démoulage et la vente.
Ils pèsent chacun entre 20 et 25 kilos. Des pains de 2 kilos, les fochis, sont aussi fabriqués. Le sel est une nécessité vitale pour ses destinataires, les éleveurs du Sahel. Les grandes chaleurs qu'ils subissent les obligent, ainsi que leurs troupeaux, à en consommer de grandes quantités pour éviter une déshydratation chronique. Ahmed et sa troupe sont chaleureusement accueillis à Bilma par le Boulama, un vieil ami du Madibou. Leurs pères respectifs s'étaient déjà liés d'amitié lorsque, ensemble, ils réglaient les menus différents qui surgissent souvent entre caravaniers et canouris. 2 journées de commerce intense s'ensuivent. Les palmiers n'ont pas été généreux en date cette année, ce qui a fait monter le cours, mais la récolte de mil a, elle aussi, été maigre. Après de longues discussions, on en viendra, comme d'habitude, à fixer la valeur de la mesure de mil à 3 mesures de date, et celle du cantou à 2 mesures de mil. En procédant ainsi, on n'a pas dérogé à l'obligation du marchandage. Même s'il prend bien garde de ne rien laisser paraître de sa satisfaction, Idrissa n'est pas mécontent des affaires qu'il conclut à Bilma. Il a vendu ou échangé 10 sacs de mil, de 30 kilos chacun, 14 pains de sucre de 2 kilos, 10 fromages et 10 kilos de tomates séchées. Thé, beurre et viande boucanée se sont eux aussi bien négociés. Il a également cédé, pour un bon prix, 2 sacs de charbon, le précieux combustible qui fait tant défaut à ces villages perdus du désert. Il repart avec 70 cantous soigneusement emballés dans la paille, une vingtaine de sacs de dattes. Moussa a assisté, sans mot dire à toutes les palabres, oreilles et yeux grands ouverts. Il apprend. Il faut repartir. Les derniers pains de sel achetés sont enveloppés dans la paille et solidement accrochés au dos des chameaux. S'ils cassent, ils perdent jusqu'à 1/3 de leur valeur d'échange. Les sacs en pot qui contenaient mils et tomates séchées sont maintenant emplis de dattes. Moussa a passé une demi-journée au puits à faire boire ses chameaux et à refaire le plein des gerbas et des bidons avec l'eau saumâtre de l'oasis. Même s'ils sont endurcis, les hommes savent que cette eau-là mettra leurs intestins à rude épreuve jusqu'à l'arbre du Ténéré. Un peu plus chargée qu'à l'aller, la caravane est prête pour le départ. Ahmed a convoqué un marabout pour qu'il bénisse l'équipée. Le marabout se dirige vers la tête de la caravane, suivi de l'ensemble des chameliers. Ahmed et Idrissa glissent chacun un modeste billet au saint homme. Ahmed les fera passer à nouveau par Fachi et l'arbre du Ténéré. Dans 2 ou 3 semaines, ils seront aux portes d'Agadès. La caravane des Kelguérès rencontrée à l'aller évite l'arbre du Ténéré, c'est pour le retour, et poursuit jusqu'à Zinder et Kano, au Nigeria. Une traversée de près de 1000 kilomètres. Une autre épreuve. Hommes et animaux sont épuisés, amaigris, leurs yeux asséchés, rougis par 2 mois de frottement avec le sable du Ténéré. Dans la méharée conduite par Ahmed, il a fallu abandonner 3 animaux, épuisés par le périple. Chaque fois, le Madibou a laissé la caravane poursuivre son chemin avant d'égorger les bêtes et de les livrer, ainsi que leurs charges, au néant du désert. Par chance, Idrissa n'a pas perdu de chameau cette année. Il peut compter sur un gain de 2000 à 3000 francs CFA. Il reviendra à la maison avec assez de thé et de sucre pour passer la saison chaude et la saison des pluies, grâce à Dieu. Sur le marché d'Agadès, il achète, après d'interminables marchandages, 20 mètres de tissu indigo
et quelques brassées d'étoffe fabriquées au Nigeria, avec une dizaine d'ustensiles de cuisine, 3 kilos d'épices, 2 pots de miel, un fer de hache, 2 lampes de poche et la poignée de sous non dépensés, c'est tout le bénéfice que la famille d'Idrissa aura retiré de leur épuisant et dangereux périple. Cependant, Idrissa s'estime satisfait. L'épreuve passée, que lui aura-t-elle coûté? De la sueur et de la fatigue, déjà oubliées, et 60 ou 70 jours de son temps, mais pour lesquels éveille, comme pour tous les Touaregs, le temps ne compte pas. Ce sont des hommes libres. لله